Stop. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question simple. Comment une langue parlée à l'origine par quelques millions de personnes en Europe est-elle devenue une langue parlée sur tous les continents? Si tu penses que c'est juste une histoire de colonisation, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil et parfois franchement ironique. Le français, au départ, n'a rien d'élégant, rien de noble, rien de prestigieux. C'est même l'inverse. C'est une langue bricolée, née d'un latin mal prononcé, mal compris, mal transmis. Le latin des soldats romains, celui qu'on parle vite, qu'on simplifie, qu'on massacre joyeusement, et quand l'Empire romain s'écroule, ce latin-là ne disparaît pas. Il se transforme, il se fissure, il se régionalise. Et pendant des siècles, personne ne réalise qu'une nouvelle langue est en train de naître sous leurs pieds. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Ton soutien est important pour que je puisse continuer à publier des vidéos. Et oui, chaque vidéo prend du temps à préparer, à filmer et à monter. En description, tu trouveras tous les liens pour soutenir la chaîne. J'ai besoin de toi. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Les gens continuent à dire qu'ils parlent latin, alors qu'ils n'en parlent déjà plus. C'est un peu comme si tu pensais parler français aujourd'hui, alors qu'en réalité tu parlerais déjà autre chose sans le savoir. Et ce moment de bascule arrive en 842, avec les serments de Strasbourg. Pour la première fois, un texte officiel n'est pas écrit en latin, mais dans une langue compréhensible par le peuple. Ce n'est pas encore du français moderne, mais ce n'est plus du latin. C'est la première reconnaissance officielle d'une langue nouvelle. Et là, sans bruit, le français vient de naître. Mais attention, naissance ne veut pas dire succès. Pendant longtemps, le français est une langue parmi d'autres. En France même, on parle breton, occitan, flamand, basque, alsacien. Le français n'est pas la langue du peuple, c'est la langue du pouvoir. Et là, premier point clé à retenir, et garde-le bien en tête, une langue ne s'impose jamais parce qu'elle est belle. Elle s'impose parce qu'elle est utile. Et le jour où le français devient utile, tout change. En 1539, François Ier impose le français dans les documents administratifs et juridiques. À partir de là, si tu veux exister légalement, tu dois passer par le français. Pas besoin de l'aimer. Pas besoin de bien le parler, il faut juste l'utiliser. Et c'est comme ça que la langue commence à se répandre, parfois à contre-cœur. Mais pendant que le français peine encore à convaincre ses propres habitants, un phénomène complètement inattendu se produit ailleurs. L'Europe tombe amoureuse du français, oui, littéralement. Au XVIIe et XVIIIe siècle, parler français devient un signe de distinction. Dans les cours royales européennes, on parle français. Les rois écrivent en français. Les philosophes débattent en français. Même certains souverains étrangers parlent mieux français que leur sujet. À ce moment précis, le français devient la langue internationale, la langue de la diplomatie, la langue des traités, la langue qu'on utilise quand on veut être pris au sérieux. Et si cette partie t'étonne, reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre pourquoi le français a occupé ce rôle pendant des siècles avant de le perdre. Et puis arrive ce qu'on appelle souvent, un peu trop vite, le rayonnement culturel. En réalité, c'est une véritable machine. Le théâtre, la littérature, la philosophie, les salons, les idées. Molière, Racine, La Fontaine, Descartes. Le français devient la langue de la raison, de la clarté, de l'esprit. C'est en grande partie un mythe, mais un mythe extrêmement efficace. Et un mythe, quand tout le monde y croit, devient une réalité. À ce stade, le français n'est plus seulement une langue nationale. C'est une langue de prestige mondial. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à voyager loin, très loin, par le commerce, par la diplomatie, par les conquêtes. Et là, le français change encore de visage. Il s'adapte, il se mélange, il se transforme au contact d'autres cultures, d'autres langues, d'autres réalités. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment passionnante. Parce que le français que l'on parle aujourd'hui à Montréal, à Dakar, à Bruxelles, à Port-au-Prince ou à Genève n'est pas le même. Et pourtant, c'est toujours du français. Une langue unique devenue multiple. Une langue née localement et devenue mondiale. Si tu veux comprendre comment cette langue a continué à s'étendre, comment elle s'est imposée, contestée, transformée, et pourquoi on parle aujourd'hui de francophonie et non plus simplement de langue française, alors ne t'arrête pas ici. La suite est essentielle. Et surtout, si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. C'est ce qui permet à ce genre d'histoire de continuer à exister, et crois-moi, la suite est encore plus surprenante. Alors maintenant que le français a conquis l'Europe sans vraiment lever le petit doigt, une question se pose naturellement. Comment cette langue, déjà prestigieuse, va-t-elle quitter le continent pour s'installer ailleurs ? Parce que parler français à Versailles, c'est une chose. Le faire parler à l'autre bout du monde, c'en est une autre. Et c'est là que l'histoire devient plus complexe, parfois brillante, parfois inconfortable, mais toujours fascinante. À partir du XVIIe siècle, le français commence à voyager. Et pas uniquement dans les bagages des diplomates ou des écrivains. Il voyage aussi avec les marchands, les soldats, les administrateurs, bref, avec l'expansion européenne. En Amérique d'abord, au Canada, dans les Caraïbes, en Louisiane. Le français s'installe, mais il ne reste pas figé, il se mélange, il s'adapte, il se frotte à d'autres langues, à d'autres cultures. Résultat,
Le français change. Il prend des accents, des tournures, des mots nouveaux. Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Le français n'est pas une langue fragile. C'est une langue caméléon. Prenons le Québec. Le français y arrive au XVIIe siècle, puis se retrouve isolé pendant longtemps. Et au lieu de disparaître, il se conserve, parfois même mieux qu'en France. Certaines expressions québécoises sont plus proches du français ancien que le français actuel. Autrement dit, le français a voyagé dans le temps autant que dans l'espace. Et si cette idée t'étonne, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que ce phénomène se retrouve partout dans le monde francophone. Puis vient l'Afrique. Et là, on entre dans un chapitre beaucoup plus délicat. Le français arrive souvent par la colonisation. Il est parfois imposé, parfois adopté, parfois rejeté, parfois transformé. Mais une chose est certaine, il ne reste jamais intact. En Afrique, le français devient une langue de communication entre des peuples qui ne parlent pas les mêmes langues. Il devient une langue de lien, une langue pratique, une langue commune. Et très vite, il se métisse. Il absorbe des rythmes, des expressions, des images. Il devient un français vivant, inventif, créatif. Un français qui n'appartient plus uniquement à la France. Et c'est là que l'histoire prend un tournant fondamental. À partir du XXe siècle, le français cesse progressivement d'être uniquement une langue de domination pour devenir, dans certains contextes, une langue partagée, une langue d'échange, une langue choisie. Ce basculement est lent, parfois conflictuel, mais il est réel. Et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaît une idée nouvelle, la francophonie. La francophonie, ce n'est pas juste un ensemble de pays qui parlent français, c'est une communauté linguistique mondiale, une langue qui circule, qui se transforme, qui n'appartient plus à un seul territoire. Et si tu crois que le français est une langue en déclin, là encore, reste bien attentif, parce que les chiffres racontent une autre histoire. Le nombre de locuteurs francophones continue d'augmenter, notamment grâce à l'Afrique. Le français est aujourd'hui l'une des langues les plus apprises au monde. Et paradoxalement, son avenir se joue peut-être loin de la France. Mais bien sûr, rien n'est jamais acquis. Le français n'est plus la langue internationale dominante. Ce rôle, il l'a perdu au profit de l'anglais. Et pourtant, il conserve une place unique. Une langue de culture, une langue diplomatique encore très utilisée, une langue officielle dans de nombreuses institutions internationales, et surtout une langue capable de se renouveler sans cesse. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Le français n'a jamais cessé d'évoluer. Il a survécu au latin, il a traversé les révolutions, il s'est adapté aux colonies, puis à la décolonisation. Il a absorbé des mots étrangers, il a accepté des variations. Il a compris qu'une langue qui veut survivre doit accepter de ne plus être uniforme. Alors la vraie question n'est pas de savoir si le français va disparaître. La vraie question, c'est à quoi va-t-il ressembler demain? Un français multiple, un français mondial, un français qui n'a plus un seul centre, mais des dizaines. Et peut-être que c'est exactement ce qui le rend encore plus intéressant aujourd'hui. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager. C'est ce qui permet à ce genre de contenu de continuer à exister et à circuler. Et dis-moi en commentaire, selon toi, le futur du français se joue-t-il encore en France ou ailleurs dans le monde? Parce que finalement, l'histoire du français, ce n'est pas juste l'histoire d'une langue, c'est l'histoire d'un voyage. Un voyage qui n'est pas terminé.